19 juillet, 7h17. États-Unis, aéroport de Boston. Le vol United Airlines 1305 amorce sa descente en direction de la piste 18. Les fauteuils doivent être relevés, les ceintures attachées. Tandis que la chef de cabine énonce ses consignes, les passagers se préparent pour l'atterrissage. À l'intérieur du cockpit, le copilote effectue ses vérifications de fin de vol habituelles quand il remarque une anomalie sur l'anémomètre. Inquiet, il se retourne vers son commandant et découvre un homme livide, tremblant devant la piste d'atterrissage, qui se rapproche à grande vitesse. Tom? Muet d'angoisse, le commandant ne réagit pas. Vol UA 1305, votre ILS indique un défaut de trajectoire important. Vous avez un problème technique? Le copilote jette un œil sur ses instruments et constate avec stupeur l'information relayée par la tour de contrôle. Tom, il faut redresser. Le commandant respire profondément pour stimuler ses facultés sensorielles, mais rien n'y fait. Dans un ultime éclair de lucidité, il décroche son harnais, se lève et quitte son siège. Prends les commandes. Abasourdi, le copilote ne comprend pas. Le commandant crie d'une voix terrifiée. Prends les commandes, je ne sais plus piloter! L'avion n'est plus qu'à une centaine de mètres du crash, quand le copilote saisit le manche pour exécuter une manœuvre d'urgence. 19 juillet, 22h11, Brésil, Sao Paulo. Assis à l'arrière d'une Lincoln Continental verte, Cyrielle et Antoine scrutent la rue avec fébrilité. Devant eux, côté conducteur, Rogerio est bien plus calme. Ses 20 ans de service dans les unités de police les plus exposées du pays lui ont donné une solide expérience des situations de crise. Reconverti dans le secteur privé, il a tout de même hésité lorsque Cyrielle et Antoine l'ont contacté pour retrouver leur fille disparue. Mais au cours de l'entretien, il n'a pu s'empêcher d'apprécier ce couple français. Contrairement à la plupart des expatriés, ils avaient choisi de vivre au milieu des locaux, loin des résidences ultra sécurisées mises à disposition par les sociétés étrangères. Malheureusement pour eux, ce désir d'ouverture a conduit leur fille unique à s'enticher d'un jeune homme peu recommandable. Et à la suite d'une énième sortie nocturne non autorisée, les parents ont fait l'erreur fatale de la consigner dans sa chambre pour une durée indéterminée. Le lendemain matin, la jeune fille avait disparu, laissant pour seule explication un mot aussi concis que glacial, « sans amour, point de vie ». Rogerio repère la silhouette d'un jeune homme qui s'approche. La tête enfoncée dans la capuche d'un sweat aux couleurs du club de Flamengo, le jeune sonde les alentours avant de monter dans le véhicule côté passager. Âgé d'une vingtaine d'années, il regarde à peine Cyrielle et Antoine. Il s'adresse à Rogerio. T'as apporté mon fric? Rogerio lui montre une liasse de billets, mais lui fait comprendre qu'il veut d'abord l'entendre avant de le payer. Le jeune homme hésite un instant avant de lâcher son info. J'ai entendu un volios qui se vantait d'avoir une Française comme femme de ménage. Cyrielle et Antoine tressaillent. Décris-le-moi. 1m80, brun, des dreads courtes. Rogerio se tourne vers Cyrielle et Antoine. La description correspond. Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors qu'il s'apprête à le payer, Rogerio constate que le comportement du jeune homme a brusquement changé. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Pressentant sa prochaine réaction, Rogerio active la fermeture automatique des portes. Le jeune homme panique. Non! Laissez-moi sortir! 19 juillet, 10h54. Afghanistan, 100 km à l'ouest de Kandahar. Au milieu d'une opération de déminage, Gordon s'immobilise. Troublé, il observe la mine d'un regard perplexe, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi il manipule un tel objet. Soudain, des explosions éclatent, suivies de coups de feu. Attaqués par des assaillants en surnombre, les 7 membres de la patrouille de Gordon tombent les uns après les autres sous le feu ennemi. Après une vaine résistance, Gordon se retrouve piégé et contraint à la reddition. 19 juillet, 16h37. États-Unis, New Jersey. Arrêtée à un feu rouge, Gloria tente de gérer le chaos provoqué par ses 3 enfants assis à l'arrière de sa voiture. Aaron, 10 mois, hurle et pleure parce qu'il a fait tomber sa tétine. Debbie, 5 ans, hurle et pleure parce que sa mère refuse de la laisser jouer avec son téléphone. Et Crystal, 10 ans, hurle parce que son frère et sa sœur lui tapent sur les nerfs. Le volume sonore dans l'habitacle est hors norme, et Gloria s'apprête à y ajouter le son de sa voix hystérique quand des klaxons retentissent. Le feu étant passé au vert, une file d'automobilistes s'impatiente derrière. Gloria lance un regard noir à ses enfants, puis elle se retourne pour démarrer,
Mais tandis qu'elle pose ses mains sur le volant, elle se tétanise. À l'arrière, les enfants ne réalisent pas que leur mère n'est plus dans son état normal. Déstabilisée, Gloria regarde le volant, le tableau de bord, le levier de vitesse. Mais rien n'y fait. Les automatismes qu'elle cherche désespérément ne reviennent pas. 19 juillet, 15h18. Afrique du Sud, golfe du Plettenberg Bay Country Club. Dennis Atram, richissime homme d'affaires de 59 ans, au charisme magnétique, se tient debout devant le 11e trou. Il s'apprête à peter un coup facile, quand une brisure interne paralyse brutalement son mouvement. Tel un malade qui vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle, son visage s'obscurcit aussitôt. 19 juillet, 14h, Madrid, réunion confidentielle. Une pièce sans fenêtre accueille un petit groupe de scientifiques, membres du GOARN, réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie. Dans une ambiance lourde, les regards anxieux des scientifiques sont tous dirigés vers Pöschan Bakan. Assis derrière un pupitre, cet expert mondial en risque, analyse et statistiques mesure pleinement la gravité de la situation. Néanmoins, convaincu qu'une nature chaleureuse est le début de la solution à tout problème, il prend la parole d'une voix résolument bienveillante. Merci de vous être rendu disponible dans un si court délai. À l'aide de son ordinateur, il fait apparaître un planisphère algorithmique sur un grand écran LED fixé au mur. Datée au 19 janvier, la carte interactive affiche une multitude de points jaunes et oranges répartis sur la plupart des pays. Commençons, s'il vous plaît. Un homme d'une cinquantaine d'années se lève, le corps raide et la gorge sèche, il énumère une série de chiffres d'une voix tremblante. Lorsqu'il en a terminé, une femme se lève pour prendre la suite. Dans une atmosphère irrespirable, chaque scientifique communique ses chiffres tandis que Bakan les rentre dans son ordinateur. Le dernier scientifique à intervenir est un homme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué et marqué par la portée des chiffres qui viennent d'être énoncés. Il égrène les siens d'une voix blanche. Bakan entre ces dernières données dans son ordinateur, puis il actualise la date de la carte au 19 juillet et démarre son algorithme. Les yeux braqués sur le planisphère interactif, les scientifiques retiennent leur souffle. De longues secondes s'écoulent. Puis un déluge de points rouges déferle sur la carte. Tel un virus, il se propage partout et s'attaque même aux zones vierges du planisphère. Aucun pays n'y échappe. Les scientifiques sont terrifiés. Bakan lui-même ne peut plus cacher son effroi. À suivre.